zéro. C'est la loi qui a instauré l'amour, la prise en charge, la mutuelle pour la population marocaine. Là, on trouve un texte qui stipule pour la première fois dans l'histoire du Maroc, l'histoire, je dirais, médicale, où c'est stipulé le droit à la santé. Mais maintenant, avec la nouvelle constitution, c'est un établissement effectif. Donc, qui dit droit à la santé, ça impose une façon de voir. Donc, même pour le ministère travaillait depuis l'indépendance sur les besoins de la population. C'est-à-dire, quels sont les besoins, quelles sont les priorités. Et moi, je vais mettre, le décideur dit, j'ai trop de tuberculose dans le pays, donc le budget, les ressources humaines, ma politique de santé, ça sera pour la tuberculose, pour une autre maladie, pour les vaccins. Et d'autres pathologies sont reléguées, si vous voulez, en dernier. Et ce qui fait celui qui a la priorité, c'est celui qui est dans la politique de la santé des décideurs du ministère de la Santé, qui s'occupe de la santé de la population. Mais avec l'introduction du droit de la santé, celui qui a la tuberculose avec celui qui a une maladie rare, ils sont sur le même pied d'égalité et ils ont le même droit. Donc ça veut dire le ministère de la Santé doit, puisqu'il s'occupe de la santé de la population, doit répondre à leurs besoins, qu'elles soient une maladie rare ou une maladie fréquente. Donc même au niveau de l'approche de la santé de la population, lorsque le droit devient effectif, le droit en santé, en réalité, c'est vague, mais le droit au meilleur état de santé possible, parce qu'il y a des situations où vous ne pouvez pas rétablir ou satisfaire ce besoin de santé. Donc, pour le soignant, bien sûr, il y avait des attributions de pouvoir considérables, mais il y a des changements. Maintenant, avec l'évolution, ça peut-être vous le constatez, c'est qu'avant les gens, les malades et leurs familles acceptaient plus ou moins la maladie, acceptaient même qu'on leur dise que bon, c'est ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire accepter un petit peu la fatalité de la maladie. Maintenant, avec le développement, je dirais, des connaissances, le développement de la médecine elle-même, on s'est fait piéger, dans le sens où les usagers sont devenus plus revendicateurs, et plus revendicateur aussi sur le résultat. Et chaque fois qu'il n'y a pas un résultat escompté ou désiré par l'usager, il y a une revendication, il y a une plainte, il y a une demande, et on met en équation les professionnels de santé. Quoique parfois, la médecine ne peut pas répondre à tous ces besoins. Donc, les techniques ont évolué, mais le risque le plus réduit revendique. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus, on ne laisse plus une marge de manœuvre aux professionnels de santé. Et ce qui fait que c'est parmi les raisons de cette relation qui est devenue un peu plus difficile avec les usagers. Bon, on est devenu ici le risque, je vais le passer, mais pour voir notre exercice, pourquoi il est encadré? Il est encadré par notre savoir, notre compétence technique. Il est bien sûr, c'est une relation qui est encadrée aussi par l'éthique médicale, qui fait qu'on n'abuse pas de nos connaissances ou de notre pouvoir à mauvais escient, ce qu'on appelle une éthique médicale. Bien sûr, il y a la loi, c'est de tout. On est comme tout citoyen, c'est que si on s'égare un petit peu sur la loi, on peut répondre personnellement devant la justice pour nos actes. Mais généralement, ce qui nous encadre, c'est ce savoir médical et cette éthique médicale. D'ailleurs, que le médecin est toujours questionné s'il est sujet au questionnement par la justice. Est-ce qu'il a utilisé tous les moyens requis pour aider, pour soulager la souffrance ou non? Généralement, la justice ou autre instance ordinale, par exemple notre ordre médecin, ce n'est pas le résultat. Reproche, s'il y a des reproches à faire au médecin, est-ce qu'il a utilisé les moyens requis par la science jusqu'à ce jour? Bien sûr, il y a une relation thérapeutique. Maintenant, le fait d'être malade, et c'est ça qu'il faut, où on est dans une situation, ça fait que le malade est dans une situation de faiblesse, vous savez, de dépendance, il est dépendant de nous, ça a des conséquences psychiques, une maladie
même si elle n'est pas somatique, ça a des conséquences psychologiques, et fait que le malade demande protection, et en même temps, elle le fait régresser quelque part. Il y a une dynamique, si vous voulez, psychologique où le malade régresse. Réduction des intérêts, se renferme sur lui-même, il commence à dépendre de l'entourage, et parfois vous avez cet état de faiblesse ou de vulnérabilité fait que s'il n'est pas armé d'une certaine rationalité, vous avez là l'émergence de pensées, ce qu'on appelle la psychologie, parfois vous avez des comportements, des attitudes, des explications de la manipulation, je dirais, illogiques, irrationnelles, on rencontre dans notre quotidien, les malades et leurs familles, qu'est-ce qu'ils font de ces choses. L'essentiel, c'est que cet état de vulnérabilité et de régression fait qu'on peut avoir des réactions. La première, heureusement la plus fréquente, c'est que les malades s'adaptent à cette nouvelle situation. Ils sont dans une situation de faiblesse, de vulnérabilité. Entre parenthèses, elle fait que notre relation avec nos patients, elle n'est pas symétrique. L'idéal, c'est qu'elle soit symétrique. Elle est toujours asymétrique. Vous avez quelqu'un qui est dans entre parenthèses, dans une situation où il n'est pas faible, il n'est pas vulnérable, qui est le soignant, mais vous avez l'autre qui est dans une situation de vulnérabilité, et ce qui fait qu'elle est toujours asymétrique, la relation soignant-soignant. Toujours asymétrique. On veut ou non, elle est toujours asymétrique. La plupart des patients, heureusement c'est la majorité, mais on commence à être difficile, c'est qu'ils s'adaptent à la nouvelle situation. Ils cherchent les soins, ils collaborent, ils acceptent les restrictions, ils acceptent le traitement, ils acceptent le suivi, ils acceptent toutes les contraintes. Mais vous avez d'autres situations où vous pouvez avoir des personnes, vous leur annoncez la maladie, parfois il y a le refus, il y a ce qu'on appelle le déni, mais en réalité c'est un travail de deuil de la santé, surtout lorsqu'on annonce une maladie chronique, et peut-être vous entendez de votre entourage, mais là, il est allé voir un médecin, le médecin ne sait rien du tout, c'est parfois une réaction des patients de voir un travail de déni dès ce que vous lui annoncez une maladie. Surtout ça se passe avec les maladies chroniques, parfois même un diabète, vous avez des gens qui refusent le traitement, qui disparaissent de la circulation pour revenir 3 mois ou 6 mois après, parfois lors d'un coma explosif, lors d'une complication, où là, il a fait son deuil, c'est une maladie, où là il va vers ce qu'on appelle des pseudo-rationalisations, en utilisant des thérapies à gauche et à droite, entre guillemets des thérapies, des choses qu'il a entendues à la radio, que l'entourage lui a dit, ou de le voisinage, là. Parce que malheureusement, les mass médias commencent à ne pas faciliter la tâche que vous avez depuis 2 ou 3 ans, on entend des choses invraisemblables, des conduites à tenir, pratiquement des ordonnances. Normalement, l'agent régulateur, qui est l'État, doit jouer son rôle. C'est ça, dans les pays développés, vous avez l'agent régulateur, c'est qu'il y a une activité, on dit entre guillemets libérale, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un cabinet clinique, ce que vous voulez, vous avez de l'investissement, vous avez des ressources humaines, mais il y a toujours un agent régulateur, lorsqu'il y a un dépassement, on vous remet à l'ordre, on tire son état. Malheureusement, sur ce point-là, on est encore de balbutiement, c'est que parfois vous avez des ordonnances, parce que ce n'est pas ni déontologique ni éthique, où vous avez des confrères, parfois même des confrères, qui enfreignent à la loi et qui enfreignent surtout à la déontologie. En écoutant quelques signes à la loi, ils procurent une ordonnance. Enfreignent à la pratique médicale. C'est un autre truc. Alors, ça peut être une réaction catastrophique, et ça peut être, dans certains cas, carrément, elle va la vivre d'une manière persécutive. Et là, vous avez ce groupe de personnes où les réactions peuvent être plus importantes et peuvent arriver même à l'agressivité vis-à-vis du personnel. Cette agressivité peut être souvent verbale. Dans certains cas, on commence à avoir des cas où il y a une agressivité physique, malheureusement, et encore des rapports. Pour vous dire toujours dans les conséquences de la maladie,
il y a des conséquences physiques, psychiques, ça vous le savez, il y a parfois des bénéfices secondaires, des bénéfices divers, mais on peut s'en passer. Maintenant, quel est l'enjeu dans la relation qu'on a avec les usagers? Ben, le médecin, par son statut, par sa définition, qu'est-ce qu'il est? Il s'est engagé, il a prêté serment, comme quoi il s'est engagé contre la maladie, contre la douleur, contre la souffrance, contre l'handicap. C'est ce qui fait un petit peu la noblesse, un petit peu de notre métier. Dans la relation généralement soignant-soigné, elle est duel entre deux personnes, généralement compréhensibles, où il y a du respect, où il y a de la courtoisie, et aussi du respect de la vie intime du patient. Parce que les patients exposent leur vie, se dénudent chez le médecin, parfois racontent même des secrets, des intimités. Donc maintenant, cette obligation de respecter, de les protéger dans leur intimité, si vous voulez, dans leur subjectivité. Qu'est-ce qui fait qu'on constitue, surtout pour les malades qu'on a un suivi, qui ont une maladie chronique, c'est que c'est un véritable, on dit, accompagnement. Bien sûr, on fait bénéficier des patients des dernières découvertes scientifiques. Ce qui fait que le médecin, il est sollicité essentiellement voir cette compétence technique, ce qui fait c'est notre formation médicale continue, mais en plus, une autre compétence qu'on exige, et maintenant elle est très demandée, très sollicitée, c'est une compétence relationnelle. Il ne suffit plus maintenant d'avoir un savoir médical technique, mais aussi d'avoir aussi un minimum ou un background dans gérer les relations humaines, parce que les choses ont changé dans la relation, je dirais soignant-soigné ou là, médecin-malade. Et on a vu que la composante émotionnelle commence à prendre, je dirais, de l'ampleur dans la relation. Et ce qui fait que parfois vous pouvez avoir un médecin qui a une réussite extraordinaire, alors qu'il ne diffère pas dans un médecin, et lorsqu'on cherche, on trouve qu'il a plus une compétence relationnelle, ou ce savoir, je dirais, ou cette intelligence émotionnelle à gérer les relations avec les usagers ou les patients. Alors, dans la relation, bien sûr, il y a le verbal, comme dans toute relation, comme dans tout échange, il y a le verbal, il y a le non-verbal. On ne peut pas la limiter seulement à l'acte. Ce qui fait que souvent ça se limite à l'acte, mais parfois, en réalité, il faut éviter ce qui est maintenant préconisé ou conseillé, c'est que la relation ne se limite pas uniquement à l'acte technique. Et même les patients commencent à demander plus une présence, une aide, une humanité qui accompagne cet acte. Et ce qui fait, ça demande un véritable investissement humain de vous. Et ce qui fait que travailler surtout dans les établissements publics actuellement, je dirais le degré de pénibilité de du travail dans les établissements publics a augmenté. Et c'est pourquoi on commence à avoir plus d'épuisement professionnel, de ce qu'on appelle le burn-out chez les professionnels de santé. Parce que le degré de pénibilité augmente, l'exigence a augmenté, aussi bien de la compétence, je dirais, scientifique que de la compétence relationnelle. Parce que ça demande beaucoup, on demande beaucoup d'énergie aux professionnels de santé, dans un contexte de, je dirais, de conditions de travail relativement difficiles, par manque de ressources humaines, par manque aussi de logistique. Ça retentit, si vous voulez, sur cette relation entre les soignants et les soignés. On est normalement, par notre profession, par notre statut, lorsqu'on reçoit un patient, même s'il est, je dirais, agressif entre guillemets, verbalement, même s'il a un comportement, normalement, c'est à nous de gérer cette agressivité. Mais il arrive que dans cette situation, vu cet épuisement, vu les conditions de travail, vu toute une atmosphère, que les professionnels de santé eux-mêmes
réagissent, et parfois réagissent de la même sorte. Mais au fond, le reproche sera toujours destiné à nous, les professionnels de santé. Et il sera toujours, lui, c'est un malade, quel que soit. C'est un malade, lui est un malade, c'est à nous de gérer. Mais il fait que les choses actuellement, comme ils se présentent, ça fait que la situation est pénible pour tout le monde, surtout pour les professionnels de santé. Donc le soignant a l'obligation de réguler ses rapports sociaux, surtout je dirais c'est une obligation. Il faut protéger les patients par le secret. Et bien sûr, le professionnel de santé, on lui demande aussi de contrôler ses gestes, ses paroles, ses attitudes, ses propos. Et ce qui fait que, comme je vous ai dit, ça demande toute une compétence. Dans les attentes des soignés, surtout actuellement la demande qui à part le fait de recevoir des soins, c'est pas pour ça que j'ai dit les couleurs, parce que je l'ai mis en rouge, c'est l'information. Quand on exige de l'information, c'est une demande entre guillemets légitime. Avant de leur faire subir un geste, de leur donner un traitement, on leur dit de quoi ils souffrent et pourquoi on leur donne un traitement et pourquoi il est préconisé de faire une opération, de ne pas la faire, de voir quelles conditions. Donc, l'information maintenant, elle est devenue la pierre angulaire. Il faut informer, c'est aussi un droit pour les usagers de la santé. Et ce qui fait que, avec toutes ces exigences, on est tombé dans un paradoxe d'une médecine puissante. Si on la compare à la médecine lorsqu'on a commencé notre pratique les années 80, ça n'a rien à voir avec la médecine d'aujourd'hui. Tous les moyens technologiques qu'on a, toutes les connaissances qu'on a. Mais en même temps, de l'autre côté, elle est une médecine décevante pour la population. Et là, on est dans ce paradoxe d'une médecine puissante, avec tous ses moyens et ses connaissances. Mais si vous prenez quelqu'un d'un certain âge, vous dites on était mieux traité qu'auparavant. C'est paradoxal. Si vous faites un sondage avec les gens entre 60 et 70 ans, avec toutes les années 70 70, ils étaient mieux traités. C'est paradoxal, c'est possible, parce que les connaissances, aussi bien le développement des connaissances, des moyens thérapeutiques, de l'imagerie, on est plus à l'aise qu'un confrère qui travaillait durant les années 70 ou 80. Actuellement, je parle des moyens techniques, des moyens et des connaissances aussi. Le rôle du soin, on demande d'être apaisant, réorganisant et adapté, c'est-à-dire qu'on doit être adapté à la souffrance, à la situation économique, culturelle, sociale du patient, et même linguistique. Donc on adapte même notre langage au bagage ou au background linguistique du patient, parce qu'il faut faire attention au lexique que utilise le patient lui-même pour qu'on adapte, pour qu'il comprenne ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Et bien sûr, réorganisant pour la problématique psychologique, et on demande aussi de l'apaiser, de l'accompagner, de lui donner toujours espoir. Et ça se résume, pour arriver à des questions importantes, et peut-être ce sont les questions que vous vous êtes posées lorsque vous avez proposé ce sujet, c'est comment lui parler, et comment le rassurer, et comment l'aider à mieux vivre la maladie. Ça se résume ainsi tout ce discours. Ce sont les questions les plus importantes, les plus pertinentes, je dirais les plus difficiles pour y répondre. Ça commence par des choses simples, ça vous paraît simple, mais c'est terrible. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure des logistiques et des conditions de travail. Ça demande que les professionnels s'y connaissent des locaux adaptés pour recevoir dignement ces patients. Je ne sais pas le cas ici, mais dans le CHU, parfois on a un problème de bureau. Oui. Ça commence par des choses. Ça vous paraîtra simple, mais c'est déterminant dans la relation.
Et vous pouvez faire, si vous avez la comparaison de recevoir un patient dans un bureau, je dirais, digne de recevoir un patient, et parfois lorsque vous êtes dans un local complètement vétuste, là ça retente. On le veut ou non, ça retentit la qualité de relation. Le patient qui prend un bureau de Chine, il dit bah, ce médecin est important. Ou là, ou là, ouais. Mais qui se met un local vétuste, immédiatement, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour donner des choses simples, je dirais basiques, dans la relation. Et donc, comment on oublie une chose, c'est que chaque patient perçoit l'environnement, perçoit vos propos. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais c'est arrivé souvent, qu'il y a été un conflit qui voulait faire le patient qui dit mais les propos que vous avez utilisés sont les mêmes, mais la façon dont le patient les a perçus est complètement différente de ce que vous avez eu. Et ça, on oublie l'histoire de la perception. Donc, il faut des locaux adaptés, si vous voulez comprendre. Ça aide à apprécier la posture, la marche, le comportement, et ça donne, parce que ça nous permet une écoute attentive, on se concentre sur ce patient. Ne pas distrait par autre chose. Bien sûr, il faut sortir des préjugés, il faut sortir des présupposés nous-mêmes. La communication non verbale, il faut faire attention aussi bien aux gestes qui accompagnent les parents. En réalité, tout ce que le corps du patient vous offre ailleurs, c'est à partir de la mimique, de la posture, des gestes, du comportement, vous pouvez, comment il est habillé, comment il est lui-même, vous pouvez tisser une relation à partir de lui, bien sûr. Tout cela vous parle, évoque un sens, ça donne un sens à la relation thérapeutique, et on s'adapte vis-à-vis du patient, et on essaye par rapport à sa souffrance, comment lui vit sa souffrance, comment il la rationalise. L'enjeu, si on comprend quel sens lui donne à sa maladie ou à sa souffrance, ça vous permettra d'adapter la relation, d'adapter votre comportement, d'adapter votre discours. Et là, généralement, la relation se passe bien, si vous voulez, l'accueil serait bien. Bien sûr, ça dépend des facteurs qui interviennent, la génération, la classe sociale, beaucoup de choses qui interviennent dans la relation, mais pas uniquement les locaux, Maintenant, en réalité, celui qui est déterminant avant nous, les professionnels, c'est-à-dire les médecins, il y a ce qu'on appelle l'infirmier d'accueil. Je ne sais pas, il y a des situations où, personnellement, ça nous permet, je ne sais pas si c'est dans votre expérience, lorsque vous avez quelqu'un, un infirmier d'accueil ou un major, qui a une certaine prestance, qui a une certaine compétence relationnelle, arrive à vous faciliter le travail, arrive à apaiser les situations, et vous avez moins, je dirais, de difficultés dans votre travail, de consultation, de soins. Et parfois, vous avez d'autres personnes où la consultation et les soins se passent difficilement. Personnellement, parfois, il y a la compétence relationnelle des infirmiers d'accueil. Et ça, à l'association, on le constate d'un service à un autre. Alors, je vais peut-être donner l'exemple pour les gens, je ne sais pas les gens de là-bas, mais les gens, la génération de l'aînés, des avec l'Ouest, ça se rappelle d'un infirmier qu'un infirmier B, c'est autre chose. D'ailleurs, Mélimcha de la retraite, au bout de 3 mois, c'est pas grave. C'est pas grave. Et que vous l'avez pratiquement les médecins, mais en réalité, parce que lui, il avait une compétence relationnelle à gérer, à accueillir, il était aussi rassurant, apaisant, toujours donnant l'espoir aux patients et aux familles, on va régler votre problème, vous n'avez pas peur, c'est pas un problème, on est là pour vous aider. Mais il avait une force, je dirais, à travailler comme ça tous les jours. Je ne sais pas si c'est une force intrinsèque,
de Dieu ou de lui-même, mais il avait cette force, cette énergie, et il a fait son travail jusqu'à sa retraite, jusqu'au dernier jour. Et ce qui fait, ça a facilité le travail pour l'équipe. Alors que maintenant, ils ont énormément de problèmes. Il y a un an, j'ai reçu des infirmières du même service qui ont été agressées à l'intérieur du bloc, alors que le médecin s'apprêtait pour faire une colonoscopie. Agressées physiquement. Physiquement. Deux infirmières. Donc, pour vous dire que parfois, c'est infirmier. Et là, la question de dire comment il faut peut-être que les établissements pensent à ces personnes d'accueil, à ces infirmiers d'accueil, et probablement pensent aussi à leur formation. Parce qu'il faut un minimum de formation. Il ne suffit pas le bon sens ou l'émotionnel, mais il faut peut-être que chaque établissement ou chaque service pense à une personne, ressource, et qu'il y a cette compétence relationnelle. Et là, bien sûr, il faut l'accompagner par une formation continue, ou par des disciplines, je ne sais pas, mais trouver une formule pour qu'il y ait une personne qui va accueillir, donc qui va être dans le relationnel, il va être dans l'information. Donc si quelqu'un est dans un service de chirurgie, donc il va avoir tous les ressources sur ce qui se passe dans le service, ce qui se fait dans le service, sur les possibilités du service, les possibilités du service des chirurgiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, il doit être dans l'écoute, d'installer, de prendre en charge, d'apaiser, de réorganiser, et bien sûr d'avoir cette capacité, l'écoute, en lisant les documents, d'évaluer un petit peu l'état de la personne. Est-ce qu'il est urgent, est-ce qu'il n'est pas urgent? Et quel est le besoin? Et quelle est la meilleure façon, la plus pertinente et la moins coûteuse pour le patient et pour l'équipe? C'est ça l'enjeu, c'est la moins coûteuse en énergie et en temps, et surtout en énergie psychique pour le patient. Donc, l'enjeu, c'est que l'infirmier d'accueil, l'idéal serait avec ces compétences techniques et relationnelles, et qu'il y ait la possibilité de prioriser. L'enjeu, c'est qu'il y aura le tri. Les gens qui retrouvent les urgences, qui à la fois l'infirmier, lui, qui est responsable des urgences, il doit avoir la capacité de prioriser une compétence relationnelle et technique. Déjà, le tri, je dirais, les dés sont déjà jetés. Donc, ce qui est idéal, l'idéal peut-être pas dans le contexte, mais il faut penser à l'avenir que même les personnels qui sont dans l'accueil, qu'ils soient outillés par ce qu'on appelle des protocoles ou des procédures. Dans les pays développés actuellement, les structures hospitalières vont vers, comme les entreprises privées, vers la certification. Bon, pour les distinguer des entreprises privées ou des choses commerciales, si vous voulez, on parle d'accréditation. De certification, que l'entreprise est certifiée ISO modèle, ça veut dire un minimum de qualité de service. Pour les établissements hospitaliers, pour distinguer l'aspect commercial, on va vers l'accréditation. Et lorsqu'on dit, par exemple, si vous prenez dans pratiquement pas mal de pays européens, aux États-Unis et au Canada, mais si vous prenez l'exemple de la France maintenant, ils sont dans l'accréditation des hôpitaux et des structures hospitalières. Et la structure hospitalière qui est accréditée, ça veut dire qu'elle a un fonctionnement et une qualité de soins, je dirais, de bon niveau. Et l'évaluation, il y a actuellement ce qu'on appelle les auditeurs qui évaluent tous les 3 ans pratiquement les structures hospitalières suivant des critères. Vous savez, maintenant, il y a que les structures hospitalières en France font tout le maximum pour être accréditées. D'abord, ça donne une image positive, ça déplace les structures, mais aussi le budget. C'est que le ministère donne plus de budget à un hôpital ou à une structure hospitalière qui est accréditée. Donc à l'avenir, peut-être, nous-mêmes, il faut aller vers les protocoles et les procédures. Pas uniquement de cette activité, mais toute notre activité. Bon, le ministère a un service d'audit et de qualité. Ils ont un service avec des personnels qui sont très peu nombreux, ils sont un nombre de 5 ou 6, et qui pensent
aller vers l'accréditation des structures hospitalières. Donc, je pense qu'ils ont fait une expérience à propos de 14 structures hospitalières au Maroc. Ils ont choisi 14 structures hospitalières au Maroc et ils les ont évaluées suivant des critères. Ils ont fait la même chose dans la psychiatrie. Ils ont choisi 5 services. Ils ont commencé un travail d'accréditation pour dire est-ce qu'on répond ou ne répond pas. Le problème qui se pose pour le ministère, c'est qu'il faut une structure, il faut une instance indépendante du ministère. S'il dit un hôpital n'est pas accrédité, il ne répond pas aux normes de la qualité des soins de prise en charge des patients, ben, c'est lui le responsable. S'il dit ce service travaille sans la qualité des soins n'est pas requise, ben, il se remet lui-même, c'est à lui de s'adresser. Donc à l'avenir, il pense que cette instance indépendante du ministère de la Santé qui va s'approprier, s'accaparer ce travail d'accréditation, de la demande accréditation de ces structures hospitalières. Donc, bien sûr, la personne qui va accueillir, après que synthèse des informations obtenues, il va orienter le patient. Sur informer, aider, installer, ça va de soi en fonction des rapports, rassurer. Et un point important, je ne sais pas si dans le service on le dit, c'est-à-dire qu'il faut avoir un œil, si vous voulez, sur la salle d'attente. Parce que c'est dans la salle d'attente où parfois émergent des problèmes, où les plaintes ou les revendications, les personnes parfois de leur famille se disent mal accueillies, maltraitées, tout ce qu'on veut. Donc, il faut rassurer les familles en les informant, en leur disant ce qu'on peut faire, pourquoi ce temps d'attente, qu'est-ce qu'il faut faire comme bilan, et pourquoi ce bilan, et en même temps, avoir toujours un œil sur la salle d'attente. Bien sûr, il y aura, quoi qu'on fasse, il y aura parfois des dysfonctionnements de communication. Je dirais, le tort peut être des deux parties. Il peut être de l'autre côté comme il peut être des usagers. Quel est je dirais, le fond de la chose? Parce qu'il y a deux logiques. Nous travaillons avec la logique médicale. Mais le sujet vient avec sa propre logique. On a une souffrance, on a un problème, et on lui a dit cet établissement va vous résoudre ce problème. Vous jugez, non, cela vous pouvez le faire, mais ça ne relève pas de votre responsabilité. Et donc, vous avez souvent deux logiques qui peuvent parfois générer des problèmes de communication, générer même des mésententes, voire dans certains cas des disputes ou des plaintes. Je l'ai mis un petit peu pour les grandes manières de gérer les émotions. C'est-à-dire ce qui nous est demandé aussi, nous soignants, c'est de gérer notre propre émotion et comment être avec le patient. C'est simple, il ne faut pas être apathique. Il ne faut pas être antipathique. Et il ne faut pas être non plus sympathique. Parce que dans la sympathie, il y a la symbiose des émotions. Et là, dans la sympathie, il y a le partage émotionnel. Ce qui fait qu'on doit bien en psychiatrie, si un dépressif vient pleurer, si vous êtes sympathique, vous allez commencer à pleurer avec lui. Un dépressif, il ne va pas chercher, voilà, il va chercher des soins. Mais en réalité, la meilleure situation, c'est que vous soyez empathique. C'est-à-dire pouvoir reconnaître l'émotion de l'autre et essayer de l'aider. Parce que souvent, ce qu'on trouve parfois, c'est la sympathie dans certains cas, ou là, l'antipathie. Mais en réalité, il faut être ni antipathique ni sympathique. Ça vous paraîtra un peu bizarre que je vous dis qu'il ne faut pas être sympathique avec les personnes. Parce que dans la sympathie, il y a des pièges. Si vous voulez, les pièges du partage émotionnel. Vous pouvez être sympathique avec votre ami, avec votre voisin, membre de la famille. S'il est heureux, vous êtes heureux avec lui. S'il est content, vous êtes content. S'il est triste, vous êtes triste avec lui. Il y a un partage émotionnel. Dans notre relation, pour être thérapeutique, pour être efficace, il faut éviter le partage émotionnel. Il faut être empathique, comprendre l'émotion,
Dire il a une émotion négative ou il a une émotion comment parce qu'il souffre de cette pathologie. Et quel est le meilleur moyen de l'aider? C'est en lui proposant telle chose, telle chose. Par contre, si vous êtes dans le partage émotionnel, elle est source. Elle peut être source. Il faut rester la neutralité, oui, la neutralité est importante, mais on a développé des termes vagues, la neutralité bienveillante. Et il est comme si neutre a obtenu le risque de retrouver glacial et froid avec les patients. Et là, la plupart des patients ne le supportent pas. C'est-à-dire, lorsque un patient oblige VG, on a un glacial. 90% des cas, on a un chirurgien. Les gens ne supportent pas la relation glaciale. Alors vous le renvoyez à lui-même, à sa propre image, qu'il a ou dans une situation de vulnérabilité négative. Il ne trouve pas d'écho chez lui. Par contre, il doit sentir que vous l'avez compris. Que vous avez compris son état dans lequel il est dans un état de souffrance. Vous avez compris qu'il est dans un état de souffrance. C'est un peu difficile, c'est que en réalité, l'empathie, ça s'acquiert avec la pratique. Ça ne suffit pas de le dire comme ça théoriquement. Mais en réalité, il est difficile que le soignant soit empathique de ces premières semaines, de ce premier mois de pratique. Certains temps, on acquis cette empathie. On a été tous à notre début de carrière, soit sympathique, soit antipathique, soit tout ce qu'on veut. Mais en réalité, l'empathie vient avec l'expérience. Que la reformulation n'est pas quand même... C'est formuler la problématique et de dire si j'ai bien compris votre problème, vous m'avez dit sous la comment ça vous évite avec le problème de la perception, le propre discours, comment il va le prendre, l'approprier, comment il va réagir à le discours. Non, c'est très important. C'est vrai que dans l'échange verbal et dans une relation comme l'échange de soignant-soigné, effectivement, la reformulation. Le problème, c'est que le personnel se plaint de locaux, se plaint du temps, se plaint. Il faut savoir une excellente relation thérapeutique, elle est chronophage. Le problème, c'est dans l'écoute, le gérer. Et parfois, le patient, lorsque vous l'écoutez, même si au début il est arrogant, il est agressif, au fur et à mesure que vous lui permettez, il se fait. Parce qu'il a trouvé une écoute attentive à sa douleur. Bon, bien sûr, pour l'écoute compréhension, pourquoi on dit empathie? Parce que voilà pourquoi l'empathie dépasse la sympathie. C'est que pour l'écoute, lorsqu'on est sympathique, on l'écoute, effectivement, on le comprend, oui. Mais pour l'aide, non. Très difficile. Si vous êtes dans le partage émotionnel. Et elle peut même être source d'erreur, ce qui fait que généralement les soignants, lorsqu'on a une relation émotionnelle avec quelqu'un, qu'elle soit familiale ou amicale, on déconseille la prise en charge. Parce que qu'il y a la sympathie ou qu'il y a le partage émotionnel. Donc un autre où il n'y a pas de partage émotionnel, non. C'est une cholestite, il faut opérer, c'est une pèse, il faut opérer, et c'est une tumeur, il faut bilanter, il faut commencer par chimiothérapie, il faut faire ça avec ça. Mais l'émotionnel, elle risque d'être source de retard diagnostique, ou retard de thérapeutique, ou même d'écueil sur le plan thérapeutique. Donc ça, c'est pour dire que bon, ce qu'on demande aux soignants, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les moyens. Nous, on est interpellés en tant que soignants, c'est les moyens qu'on utilise et non les résultats. Jusqu'à ce jour, mais bien sûr que le médecin n'est pas la médecine. Qu'on dit ça parce que le médecin lui-même est un être humain, lui-même est animé d'une subjectivité, est animé aussi de sa rationalité, de lui-même, de sa personnalité, de lui-même, comment, je dirais, pour être simple, comment il est fabriqué. Et ce qui fait que nous avons dans la relation, vous avez deux subjectivités qui sont ensemble. La subjectivité du médecin et la subjectivité du patient. Mais pourquoi la tâche est plus difficile de notre côté? Parce que c'est à nous de comprendre, c'est à nous de gérer, et même parfois de gérer les choses difficiles chez les patients.
de gérer sa colère, de gérer son agressivité, de gérer son incompréhension, de gérer ses revendications. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande, lorsque vous avez demandé ce sujet, mais je suis là pour répondre aux questions, aux questionnements. Mais c'est un sujet vaste, j'aurais bien aimé que vous me demandiez la dépression. La prochaine fois. la dépression, mais c'est un sujet vaste qui reste sujet de discussion. Si vous avez des questions, d'abord, c'est un droit de l'homme. La France ou les pays développés, وما تيجيش toujours par les maladies ignorantes شي حاجه كاين دي maladies bien instruites qui connaissent très bien la maladie, les conséquences ديالها le résultat il ما تريتاش ils refusent de traiter et c'est leur droit et c'est le médecin زعما ما خداش le consentement il peut être suivi par la justice. وقعت واقعين des cas comme ça ou c'est vrai ou surtout les gynécologues ils ont été suivis pour le traitement des femmes qui ont des cancers du sein et qui ont refusé le pâté. Malgré pour sauver la patiente sans consentement ou vraiment كانوا العواقب. Il y a un champ de problème le pilote d'avion, c'est lui, c'est lui qui décide, c'est lui le pilote de l'avion, il fait ce qu'il dit. Maintenant, les choses ont changé, totalement changé. Et ce qui fait que la base, l'une des bases actuellement de la relation entre le patient et le médecin, c'est le consentement. La seule exception, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, et même la psychiatrie, c'est lorsque les patients ont une psychose ou ont une maladie grave, et même avec l'absence de consentement, la psychiatrie, il y a une loi. Bon, elle est très ancienne, mais de par le monde, il y a une loi. C'est-à-dire que dans les pays développés d'abord, en l'absence de consentement, même la psychiatrie, les psychotiques, inconscients de son trouble, ils vont vers ce qu'en France, ils l'appellent actuellement, ils ont changé la loi en 2011, le juge des libertés. C'est-à-dire que vous hospitalisez un patient, et s'il est contre l'hospitalisation, contre les soins, il y a le recours au juge des libertés. Et si le juge des libertés n'est pas d'accord, le patient sort. Donc pour les autres disciplines, le consentement est la base actuelle. Oui. Après, il y a sur le droit de l'information du malade. Oui. Juste après, le consentement. Je pense actuellement, surtout les chirurgiens, même si on n'est pas encore au niveau des pays développés, les chirurgiens doivent commencer à demander le consentement. Oui. Ils doivent l'étager. Si je vous donne un exemple, le service de bas, on ne fait pas, ils arrivent des cas. Ah, ils le font. Non, on le fait d'abord pour la sismothérapie, les électrochocs, parce qu'ils se passent sous anesthésie. Et on a des malades graves, vraiment graves. Et si la famille ne signe pas, on fait quoi? On a un cas d'abord grave, et le frère, ou le tuteur, refuse. On n'a pas fait de CT. Mais bien sûr, le consentement ou l'une des bases de la relation. Oui. Non, le consentement, c'est très important. Maintenant, il ne faut plus faire un geste sur le corps du patient sans son consentement. Maintenant, la disposition du corps, j'arrête le patient. Totalement. Donc, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sur ce corps sans le consentement du patient. C'est une propriété d'elle. Droit de mourir. Là, ça c'est autre chose. Attention, droit de mourir. Il y a une limite au droit de mourir. Les trois religions monothéistes, le corps n'appartient pas à la personne, appartient à Dieu. Donc vous ne pouvez pas disposer totalement. Là, les juifs, les chrétiens, et ce qui fait que vous avez toujours le pape est contre les dispositions malgré la société qui par exemple la Suisse, attends le droit de mourir, ou quelqu'un qui a dit, mais
Les trois religions monothéistes, le corps ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu. L'origine, dit même haram le suicide, haram le droit. Ça vient de là. C'est que le corps, votre corps, il est à Dieu. Vous êtes à Dieu, vous êtes à Dieu. Donc il n'y a pas une permission totale que vous fassiez des corps ce que vous voulez. C'est encadré, si vous voulez, par les religions, les trois religions se ressemblent. Lorsqu'on compare et d'ailleurs, un spécialiste d'éthique de la bioéthique française, il nous a fait une comparaison des trois religions monothéistes. Et c'est incroyable. On a été frappé, c'est qu'il y a une ressemblance presque identique. Les trois religions, il y a des différences, je dirais, minimes. Et ce qui fait qui analyse la position maintenant de l'église ou de la religion juive ou les musulmans, il y a un problème de aigu en France, la grossesse par autrui. Elle a la même position, l'avortement, elle a la même position, plein de trucs. Il a comparé ces trois religions. Où est-ce qu'il a aidé, c'est qu'il comprend, il lit l'arabe. Ce qui fait qu'il est allé au texte, aussi bien les trois religions. Et là, on est sur une position. L'origine, c'est qu'on ne dispose pas de notre corps. On n'a pas le droit de mourir. On n'a pas notre disposition. Donc vous avez pris comme message qu'il y a une grande suppression des budgets. Les postes malheureusement ont été éradiqués. Donc le tri malheureusement d'abord, mais c'est par les infirmiers ou là par un personnel qui est compétent. C'est juste les agents de sécurité qui livrent. Je viens de quitter le CHU il y a même pas un an. En tant que résident, je recevais des fois des patients, des billets, des suites qui sont vides. C'est l'agent de sécurité, les chefs rencontrent malheureusement le nombre d'heures moyennes d'attente pour bénéficier des soins avoisine des fois les 2 et 3 heures. Donc malheureusement, on a beau essayer d'être convaincant, d'être neutre comme vous dites, mais malheureusement quand un malade il a attendu 3-4 heures pour bénéficier des soins, même notre comportement, quoi qu'il soit neutre ou quoi qu'il soit même chaud, n'arrive pas à apaiser sa colère, premièrement. Deuxièmement, du moment que vous voyez qu'il traverse un circuit et il le commence malheureusement inversé, au lieu d'être orienté par l'interne, qui gère directement le résident, il a besoin de tests complémentaires. Malheureusement, le manque de personnel fait en sorte parce qu'il peut bénéficier après des rendez-vous de quelques mois. Alors, en quoi on peut s'aider? On est tellement accueillant, tellement chaleureux, quoi qu'on ne peut pas résoudre le problème des laboratoires. J'ai pris l'exemple du CHU parce que je suis dans le CHU. Ça ne veut pas dire que dans le CHU, la situation est meilleure ou moins comme les établissements. Mais je ne me suis pas aventuré à donner des exemples dans des établissements que je connais pas bien. Tout le monde connaissait mieux. C'est le même problème. Je sais que c'est le même. Je le sais. Mon vécu, pour dire des choses, pour vous donner des trucs concrets. Mais la situation, pour ne vous pas le cacher, elle est dramatique au CHU. Oui, mais encore plus. Je crois encore plus. Je risque de me tromper, mais encore plus. Encore plus. Bon, d'abord, encore une fois de plus, on a un service de psychiatrie. Ce matin, on a discuté de staff, on a un problème. Le système de santé marocain, il est ce qu'il est. Mais il est bâti à la les soins de santé primaires, la proximité, l'accessibilité. Et ce qui fait qu'on est parti vers l'usager. Donc on a bâti le Maroc des centres de santé. On a une pyramidale. Même le centre de santé, s'il y a besoin de chute, là, niveau 1, niveau 2, niveau 3 au CHU. Alors, on a une réalité aujourd'hui, qu'on a discuté, c'est que d'abord, la psychiatrie aujourd'hui, dans Casablanca, avec la pyramide de service, qui est le centre de santé, ou qui est le psychiatre, qui dit que si 36 جيب ورقة عاد نعطوكم واحد. كيفاش وانت ما كديريهاش
مي انا كل ميدسان غادي يبداو يجمعوا باش نمشي عند الديريكتور ريجيونال كيجمعوا لي هذوك لي لا كاينه دابا سي دو Il y a un grand problème au niveau des problèmes sceptiques. Les pavillons 32 ou 4 CHU se permettent de dire qu'on a maintenant des rouges sceptiques, alors qu'ils ont un transfert inversé alors qu'ils ne sont pas censés adresser les patients mineurs. Je sais, حنا كيكونوا عندنا دي باسيون مثلا بسيكوتيك تاع نيجليجونس با كيديروا دي انفيكسيون باش ملي كتمشي 32 فوالا ما نديروش كاينه الموضه دير لي كونيسونس بيرسونيل ديالك باش تطلب شي واحد في البريفيري في موليس باش يدير لك المرض اللي هو اوسبيتاليزي وعنده نيميرو دونتير بون عرفتي هاد لي زيكزامبل شناهي عرفتي باش نقول لك راه غتلقى دي ميليي ديكزامبل لو سيستيم دو سونتي ديالنا عالي اي واحد فيكم غيلقى عنده دي ميلي ديكزامبل ديال دي سيتوياسيون انفريسامبلابل كي نوبيز با اون لوجيك انا كنقول لك دابا اللوجيك تقريبا عند واحد البسيكاتري جو سي با لي زوتر سبيسياليست كومون سي سبوز هو البارح انا خارج من السيرفيس مع الوحده دايز مع الباب وكيبان لي ان سوق في لي زورجونس سي انكرويابل Le lendemain, le médecin de garde présente les cas, les hospitalisés. Je ne sais pas si c'est la garde. Ils ont commencé, les médecins ou le personnel, à me donner les raisons. Et parmi les raisons majeures, d'abord, tout venant, que vous m'avez tout venant. Normalement, si vous avez un filtre, il voit 60 santé, soit l'hôpital est de la perfusion. Là, d'abord, vous m'avez dit, je ne sais pas, il faut aussi à vérifier, ou je vous m'avez dit, les patients qui vous كاتبين لهم لي ميدسان ديال طنطا داخله فوار سي اش بلونج بور سيتور كوندينوس كوز ابسونس دو ميكروسكوب جو بونس با كاين سي اش في المغرب كامل في الميكروسكوب كنا كنسوسيونو سون ميكروسكوب Je sais. فوار سي اش بلونج في كازا Pour vous dire comment les choses, ça veut dire que l'organisation le système de santé, il faut la revoir. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Parce que ça crée un problème. Non. Plus ou moins, on répond jusqu'à ce jour. علاش؟ لأن درنا deux médecins de garde. Dans le monde entier, ما تلقاش un service de psychiatrie qui deux médecins de garde. دابا la journée les 12 heures, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, on a deux médecins. واحد هو اللي de garde officiel qui chauffe les urgences. On a l'infirmier qui dit que triage sans mère, parfois ça marche pas, ou qui nous soi-disant les urgences, les médecins de garde. Ou tennis, mais un médecin de renfort. علاش؟ باش يشوف هذا البشر اللي كيجي ويخلي الميدسان الاخر يشوف لي بغى يشوف حيت ملي كتكثر عليه ملي كدوز ان ميدسان في نص ساعه سي با كدوز ليه 180 200 واحد سي سكي سباس اكتوالمون راه غادي يدوز لا فونكسيون دو باثولوجي لو ريسك ديالنا حنا شنو كنبغي الميدسان عندك ديك لا بروبليماتيك الاولى واحد كيجي بور لا بروميير فوا ما كيكونش كونو ودار une sémiologie psychiatrique. La première des choses, c'est une sémiologie psychiatrique qui répond à une pathologie psychiatrique, mais c'est une sémiologie psychiatrique d'emprunt il y a une autre pathologie organique. Donc, ce moyen donc il doit se baser sur sa clinique. Donc, c'est dans de bonnes conditions. Donc, plus ou moins, depuis 3 à 4 ans, on a un médecin de garde officiel, mais on a un médecin de renfort. دابا ماشي مشكل قلت لي الصباح ماشي مشكل قلت له انا فين كنشوف دابا هذه واحد 4 لو بول دي ريزيدون كان عندنا كبير هذاك العام وصلنا ل 34 ولا 35 ريزيدون en formation c'est eux qui font la garde donc on se permettait de mettre 2 وممكن نديرو حتى 3 دابا لو بول هبط دابا on a 22 كيقدر يبقى غير 1% ديك 100 كلها ما غيكون لنا حتى مشكل واخا ما تشوفهاش ولكن داك 1% ديال الكلمه صافي كلمه دابا ما كنردوش لي باسيون مي سي ليجيتيميتي سورتو ديبي دو سيمين سي ان سوق البارح السيرفيس بحال دابا
Là, c'est les conditions de travail. Mais, nous sommes le seul service pour le grand Casablanca. Pour ces 8 millions. Nous sommes le seul service qui gère les détresses psychologiques. إذا كان عندنا الأمل أن يفتحوا البسيكاتري في 10 ans بوافي حنا هنا سكوتي دابا باغيين نخرجوا كنسدوا كوتي فام كوتي اوم دابا انا سولني لو ديريكتور ريجيونال لا سيمين dernière قال لي ديري كوتي اوم parce qu'on a une pression, une demande d'hospitalisation terrible côté homme. Avec les 20, les 18 côté femmes, on arrive à gérer. C'est rare qu'on a une pression, on a un manque de place. Donc il y a des services pratiquement déjà un manque de place. كتخرج واحد كيدخل surtout le service fermé. Tout simplement parce que tu as 40 000 pour 8 millions d'habitants, c'est pas presque une dernière sur tout. Ce qui fait que des sites, dès que 20 000 ou 15 000, au moins, on compte là, les 20 ou 27 000, mais ça va prendre du temps. Ça, c'est un problème propre à la psychiatrie qui est délaissée. Mais ça va poser un problème. Bon, oui, une conscience, même au niveau central, mais la psychiatrie pose problème. Il faut trouver une solution à un problème médical très élevé. Vraiment très élevé. Mais marche la psychiatrie, parce qu'il y a des choses qui se passent en psychiatrie. C'est comme l'exemple des jdida. كلكم كتعرفوا بان تبنى un hôpital جديد في جديد. Troisième génération. في لا ماكيت كاين سيرفيس دو بسيكياتري، في لا رياليتي ما كاينش. دابا البروبليم هو دابا الكارثه هو ان خلاو لي باسيون et leurs médecins خلاوهم انفلونسي. C'est une volonté politique parce que c'est une volonté politique. La priorité du ministère, il y a la santé mentale. Est-ce qu'il a développé vraiment les capacités pour une autre base du secteur ou là? Le fait de faire une psychiatrie, ça ne va rien arranger. On va faire des triages, on va y aller comme ça. Ça va se l'avenir de par le monde. L'avenir, c'est des petits services intégrés les hôpitaux. Les hôpitaux à Casablanca, là où l'hôpital Casablanca, vers un petit service de psychiatrie, on serait capable de répondre. L'Europe qui se doule les hôpitaux psychiatriques, qui se doule, ou qui viennent des services, ou qui ont des services qui ne dépassent pas 25-30. Mais dans la psychiatrie moderne, c'est aller vers le service gère la crise aiguë, et après il fait relais, passe la main aux structures intermédiaires. Fait l'hôpital de jour, fait le centre médico-psychologique, fait le centre d'accueil. Et avec les hospitalisations, on fait un hôpital, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ما كتعرفش السيرفيس للباسيون. l'hospitalisation دابا مشيتي لأوروب، المهم اللي كان في فرنسا كيبقى الباسيون 3 شهور في l'hôpital وكيمشي لميزون دو روبو كيبقى 3 شهور أخرى، دابا الموين عندنا سي 20 jours. Durée moyenne de séjour. Chose qui était inimaginable. Ou demain, ils sont en train, Londres, ils ont fermé, la dernière décennie, l'Angleterre, 6 hôpitaux psychiatriques. C'est d'eau. Parce que là, même l'OMS, parce que les صحوا هما غادي يبنيو 7 hôpitaux, كانت خدات قرار خداتو l'ancien ministre de la santé انهم يبنيو 7 hôpitaux psychiatriques في المغرب. C'est logique. Aucun pays dans le monde actuellement ne construit un hôpital psychiatrique. وكتمشي ومشيت انا تلاقيت مع الريسبونسابل كيقول صافي غيتحل المشكل ديال البسيكياتري. كنقول كيفاش غيتحل؟ غادي نبنيو ان hôpital psychiatrique de 120 lits. Je vais pas citer les villes. قلت لواحد ديريكتور لوبيتال قلت لي انت الا عرفتي دير التكوين في ليناس قال عندك تكوين في لا جيستيون قال لي قال لي وقول لي 120 لي شحال خصها تاع لي زانفيرمي شحال خصها تاع لي ميدسان شحال خصك لو بيدجي دو فونكسيونمون حيت لا دي بروبليم في البسيكياتري تقدر تصوب ان سيرفيس مزيان تطور كلشي
سي لو بيدجي دو فونكسيونمون. خاصك لي مالاد كيهرسوك خاصك الماده. pour avoir une idée, la consommation d'un service, c'est bien l'hôpital, un service en psychiatrie. Un peu de moto, ça dépasse l'hôpital كله. C'est pour psychiatrie. كيضرب 5 واحد في كاب يجي يدير الموظف دايوغ لو لي اللي مشيتي لفرنسا وبغيتي توسبيتاليزي شي حد ملي كيفاكتوريك لو لي كتلقاه قريب ديال لا ريانيماسيون باسكو البيدجي دو فونكسيونمون خش ودابا كلنا كنهضروا على هاد وما عندكش الارض الوغ غادي يمشيو خارج غادي يبعدوا وسط المدينه. ملي كي غتبعد وسط المدينه فين هو لو برانسيب داكسيسيبيليتي وبروكسيميتي وهذيك لا فيل ليبيريه غيديروا على 14 كيلومتر خارج المدينه. وهاد المواطنين كيغيديروا بزاف ماشي مشكل وهذيك اللي ترجع لك شي ديال تخرجوا على السيد ديال المدينه. دابا 2012 لو مينيستر كوم سا اللي جيتي بريزون قال لك هذيك ليستوار سيت اوبيتو صافي ما نديروهاش. Il est revenu dernièrement à la surprise qu'il va construire 3 hôpitaux. Une collaboration avec l'OMS. وكتعاونكم في البروغرام وكتعاونكم بلي زيكسبير كتستافدوا بلي زيكسبير وكتعاونكم في الفرص دي بروغرام تاع البيدجي هذه ضد لا بوليتيك ديال l'OMS. واش تبع افون ريبونتيسمون لا كولابوراسيون ديال علاش غتمشيو في هاد ديسيزيون دونك في لا بسيكياتري كاين دي بروبليم وما كاينش كازابلانكا اللي مهمه في تيزنيت كاين ان سيرفيس كونستروي دوبوي 10 ans وعرفتوا لا ريزون نقولها لكم واخا ماشي اوفيسيال ملي سولت على لا ريزون علاش ما فتحش هادي 10 ans لو سيرفيس دو بسيكياتري قال لي واحد في اجتماع ملي بغاو يحلوه ديال المجلس البلدي شي اصوات قالوا لي سيدي اش غتجيب لنا هذوك المرضى والمدينه عندنا صغيره وزوينه ونقيه البلدي مع الدكتور اسماعيل الوطني قال لي هي السيستم راه باقي سجلي ومن هذا دابا الوزير قال لي هذا العام غادي نحل تيزنيت كتجينا صعيبه لا دابا كتبان لكم الساعه راه واحد اليوم قلت في الولايات كي واش غادي نضرب كاميرا شاعره ولا طافيه قال لي لا طافيه قول لي بغيتي لو بريزونطون ديال الوالد قلت لي غادي نعطيك ان اكزومبل في الحي محمدي كيتجينا اون فامي شاده لومبيونس ب 800 ولا 900 درهم كتجي عندك السيرفيس كتقول لي با بلاص كدير لي انجكسيون كتعطي اوردونونس كيرجع للدار كيدقدق عليك الدار سي افخر alors qu'il a un service juste à côté de la page. شوف عرفتي شحال محمد ما حلش ماشي على التسويق جو ريغريت دو vous dire ça je regrette de vous dire ça parce qu'il y a une résistance il y a une résistance contre le service maintenant on va مشكل طار كنضربوا لي فيسيو عرفتي دايره ديما اللي ديري باش تخلع وكعدا دي بروبليم دابا نازلين عليهم من كاينه ما عرفت اخويا الكاميرا شاعله